Bonjour à tous, la deuxième saison de la Web Radio est de retour. Chers auditeurs et fidèles de la Web Radio du LFI, nous sommes ravis de vous annoncer que la tant attendue deuxième saison de notre Web Radio du LFI est enfin de retour. Après une pause bien méritée, notre équipe a travaillé sans relâche pour vous offrir une expérience auditive encore plus captivante et enrichissante. Au programme, vous pouvez vous attendre à une nouvelle série d'émissions, d'interviews exclusives avec des invités passionnants et bien sûr une sélection de musique soigneusement choisie pour vous accompagner dans tous les moments de votre journée. Nous avons hâte de vous retrouver, chers auditeurs, et de partager ensemble cette nouvelle aventure musicale et culturelle. Restez à l'écoute pour des surprises et des annonces spéciales à venir dans les semaines prochaines. Merci de faire partie de notre communauté et de nous soutenir dans cette belle aventure radiophonique. Restez connectés, le meilleur est à venir. Une grande joie que je vous annonce aujourd'hui le retour tant attendu de la saison 2 d'Analect. L'émission qui vous plonge au cœur des mots, des histoires et des univers littéraires les plus captivants. Au cours de cette nouvelle saison, nous vous promettons des moments d'évasion, d'émotion et de découverte, avec des analyses approfondies et des échanges animés et bien sûr, une sélection exquise de lectures qui sauront vous enchanter. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'un débat très passionnant. En quoi Rimbaud s'est-il inspiré des Fleurs du Mal de Baudelaire dans sa poésie ? Deux géants de la poésie française, deux étoiles qui brillent à leur façon. Nous plongerons dans l'univers de ces maîtres des mots, cherchant les fils invisibles qui relient leurs vers. Rimbaud, l'infoprodige au génie fulgurant, a-t-il puisé dans les profondeurs de l'âme baudelairienne pour forger sa propre vision du monde ? Nous nous aventurons dans cette réflexion, dénichant les traces subtiles d'une influence qui a marqué la poésie pour l'éternité. Pour cela, je suis très ravi d'accueillir nos invités du jour. Premièrement, Ed Mdingir, un élève de terminale. Bonjour Ed. Bonjour Hassan. Rima Amara. Bonjour. Sirin Sougir, élève de première. Et finalement, Hans Rayana, élève de première. Bonjour. Donc on va commencer avec Rima Amara qui va nous parler des Fleurs du Mal et le recueil de Charles Baudelaire. Alors, merci, Rachnewi. Tout d'abord, il faut savoir que Charles Baudelaire sera considéré comme un auteur inclassable du XVIIIe siècle, du XIXe, pardon. Il est important de préciser qu'il sera aussi considéré comme un héritier du romantisme et un précurseur du symbolisme. Né en 1821, il va plutôt avoir vraiment ce style de vie assez bohème. Il va être un dandy parisien qui va enchaîner les conquêtes amoureuses, les paradis artificiels, etc. Et c'est donc, je pense, tous ces éléments réunis qui vont, entre autres, inspirer en quelque sorte son premier recueil, Les Fleurs du Mal, qui va être publié donc dans un premier temps en 1857. Il faut aussi préciser qu'il est héritier du Parnasse, c'est très important. Oui, et ce point est très important et c'est ce qui va nous amener à parler du recueil et surtout du titre du recueil, Les Fleurs du Mal. Voilà, exactement. En quoi ce titre est révélateur du fait que Baudelaire, non seulement c'est un poète qui s'est inspiré du romantisme et du Parnasse, mais aussi en quoi ce titre est-il révélateur du projet poétique de Baudelaire ? De Baudelaire, voilà, exactement. Donc je pense que le titre en lui-même, Les Fleurs du Mal, est vraiment révélateur du projet baudelairien, du cheminement, de son projet poétique. Et donc on peut donc associer ce titre, on va dire, à notre parcours, le parcours de l'alchimie poétique, donc la boue et l'or. Est-ce que tu peux nous parler de l'alchimie ? Oui, bien sûr. Alors l'alchimie, déjà au Moyen-Âge, c'était vraiment ce processus de transformation d'un métal vil en métal précieux, donc comme l'or, la transformation de la boue en or, la transmutation. Et donc ici, je pense que les fleurs représentent tout ce qui est beau
tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est splendide. Et on va dire que c'est vrai qu'on a ici une certaine opposition, une dualité, une opposition dans le titre entre les fleurs et le mal, qui va être d'ailleurs une dualité qui va régner sur le recueil, qui va constituer, je dirais, le recueil et son sens. Les fleurs ici représentent, voilà, comme je l'ai dit, Oui. tout ce qui est bien, tout ce qui est l'or en fait. Et on va faire ressortir ces fleurs du mal, du spleen, de tout ce qui est horrible, odieux, affreux, horrible. Et donc je pense que le titre est très représentatif Exactement. de cette démarche Et, et, baudelairienne. et là, surtout, tu précises, tu nous parles d'un point très, très intéressant, puisque tu nous parles d'une opposition au niveau du sens entre les fleurs et le mal. Exactement. Mais Baudelaire va plus loin, et notamment après Denguir va nous parler sur le travail sur la forme. On retrouve aussi une opposition syntaxique, puisque les fleurs, c'est au pluriel, Pluriel. c'est un terme féminin. Le mâle au singulier, c'est un terme masculin. Donc cette notion de dualité, on la retrouve tout au long du recueil, mais surtout, on la retrouve dès le début. Exactement. Le projet de Baudelaire est clair et net. Il va travailler sur cette opposition, et sur Exactement. l'alchimie. Comment arrivera-t-il à extraire cette beauté Exactement. et une définition totalement originale qu'on ne retrouvait pas à l'époque de la beauté à partir du mâle. Exactement. Donc il va ici vraiment jouer le rôle d'un magicien qui va transmuter, qui va transformer à travers le pouvoir des Exactement. mots. Et bien sûr, plus tard, Denguil va nous parler du côté très important aussi de la structure qui va jouer aussi sur ce sens-là. Et donc voilà, il exécute parfaitement son rôle d'alchimiste qui va révolutionner son époque en quelque sorte. Merci beaucoup Rima Merci beaucoup. pour ces informations. Maintenant, je vais passer à Edem Denguir, l'élève de terminale, pardon, qui va nous parler du projet poétique de Baudelaire et notamment Ainsi que le renouvellement. exactement le renouvellement, non seulement au niveau du fond. Oui, du coup, comme tu l'as dit, Khashnewi, je vais parler du renouvellement qu'apporte Baudelaire en premier lieu, pardon, au niveau de la forme, ensuite Oui. au niveau du contenu. On retrouve dès le deuxième poème des Fleurs du Mal, le poème L'Albatros, déjà, une sorte de renouvellement de la poésie traditionnelle. Exactement. Un faux sonnet, voilà. Donc, au lieu Une de forme retrouver- poétique, il est Oui. à préciser inexistante à l'époque. Voilà. C'est pour ça qu'on dit un renouvellement, parce que Oui. il existe le sonnet, mais il Oui. n'existe pas un faux sonnet avec 4 quatrains. Oui. Et surtout avec des rimes croisées et non pas embrassées en alexandrin. Voilà, on retrouve aussi chez Baudelaire, comme tu l'as dit, il se concentre vraiment Oui. syntaxiquement pour donner du sens, mais en tout cas, il donne l'importance à chaque virgule et à chaque mot, vraiment, Exactement. on retrouve des rejets. Et même dans l'Albatros, on retrouve littéralement des quatrains où il y a des enjambements qui s'étendent tout le long du Notamment quatrain. la première strophe. Oui, exact. Toutes Et les juste, strophes, d'ailleurs. juste pour faire un petit parallèle par rapport à ce sonnet original, on va retrouver aussi le sonnet inversé de Oui. Corbière Oui, avec le crapaud. oui, on c'est retrouve dans- deux tercets d'abord, ensuite Exact, deux exact. quatrains. Oui, Oui. mais on retrouve aussi parce que c'est dans cette même mesure où les poètes vont chercher à exprimer leur mal-être. Ils vont trouver des Mhm. formes un peu inexistantes pour exprimer Oui. le fait qu'ils sont rejetés par la société. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver avec Rimbaud. On y viendra tout à l'heure. Donc on peut dire que le fait qu'ils soient différents les amène à employer des formes différentes de Exactement. la poésie dans leur projet voilà, de poésie. Donc aussi on retrouve l'utilisation des poèmes hétérométriques Avec avec le différents- vin des chiffonniers, Oui. l'horloge, oui voilà. Donc pour conclure, on remarque que Baudelaire use de toute forme de liberté dans une forme contrainte. Exactement. Voilà. Mais juste, il est à préciser que Baudelaire, certes, il est considéré comme le père de la modernité poétique, mais ça n'empêche que c'est un poète qui s'est inspiré non seulement du romantisme, mais aussi des formes classiques, puisqu'on retrouve des caractéristiques de la poésie classique, notamment la césure à l'hémistiche, les sonnets, les alexandrins, etc. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de l'originalité au niveau de la forme Ok. du fond, pardon.
Oui, au niveau du fond. Donc, Oui. comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit Rima, le but, le projet de Baudelaire, c'est de transformer le mal en beauté, pardon, Oui. le laid en beau. Voilà, donc on verra naturellement l'apparition de vocabulaire peu poétique et peu conventionnel et surtout audacieux. Mais ce qu'on retrouve surtout, c'est que, comme tu l'as dit, Baudelaire, le père de la modernité, c'est que pourquoi il est appelé comme ça, c'est qu'il utilise la modernité comme objet poétique, sa modernité à lui-même. Genre, il prend des sujets romantiques et il a même consacré toute une section à ça. Les tableaux parisiens où on retrouve le peuple parisien et la situation comme objet poétique de Baudelaire. Mais ce qui est intéressant chez Baudelaire, c'est que il prend cela comme objet poétique, mais pour des fins parnassiennes. Dans cette lignée, on peut parler du poème Une charogne, un poème qui, au début, nous présente un cadre romantique. On retrouve des caractéristiques propices à la poésie amoureuse, notamment la balade avec le poète et sa bien-aimée dans la nature. Mais après, très rapidement, on va se rendre compte que Baudelaire va travailler sur son poème pour arriver à une finalité qui est tout à fait originale. On retrouve à la fin une comparaison très crue d'ailleurs, entre la charogne, un cadavre, et la femme. Et d'ailleurs, on peut, selon certaines critiques, on peut, qui disent que Baudelaire, dans ce poème, il fait la parodie de la poésie lyrique. Oui, oui, c'est le cas. J'allais le mentionner d'ailleurs, que à travers sa poésie, il faisait de l'ironie de certaines formes classiques Oui. de la poésie, notamment la lyrique, dans le cadre amoureux, à travers le poème Charogne. Mais je reviens du coup sur la partie des tableaux parisiens. Il utilise les paysages urbains Oui. comme sujet de sa poésie. Notamment dans Mais- le poème Le vin des chiffonniers. Oui, le vin des chiffonniers, une mendiante rousse, etc. Exactement. Voilà, mais à des fins parnassiennes, Oui. qui recherche la beauté esthétique. C'est-à-dire que lui, contrairement aux romantiques, il ne cherche pas vraiment à défendre le peuple. Défendre une cause précise. Oui, voilà, on va dire que Le le peuple, peuple lui oui. importe peu, Oui. hein, la censure. Euh, Et c'est plutôt oui, c'est plutôt la beauté. c'est plutôt son poème. On parlera aussi d'une définition autre de la beauté, puisque Baudelaire, la beauté baudelairienne, c'est pas la beauté commune. Oui, voilà, exactement. Comme pour Exactement. les parnassiens, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il utilise sa poésie pour des fins parnassiennes. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, De rien. Edem, pour cette intervention. De rien. Et maintenant, on va passer à Rimbaud, Arthur Rimbaud, avec Cyrine et Hans. Et on va commencer par une petite présentation de ce Exactement. poète. Donc Arthur Rimbaud est né en 1854, donc 3 ans avant l'apparition de la première version des Fleurs du Mal, et il est mort en 1891. On peut dire que c'était un poète prodige français du 19e siècle. Il faut s'imaginer qu'un adolescent comme nous, d'environ 16 ans, qui écrit des poèmes révolutionnaires comme Le bateau ivre ou bien Les Illuminations. Et devinez quoi ? Cet enfant prodige, à 20 ans, va abandonner l'écriture poétique et se lancer dans une vie d'errance et de vagabondage à travers toute l'Europe et l'Afrique. Et le comble de tout, c'est qu'en Abyssinie, qui est l'actuelle Éthiopie, il s'est lancé dans un trafic d'armes. Oui, surtout, il est à préciser que Rimbaud était considéré par ses pairs comme une personne perverse, simpliste et surtout arrogante. Tout à fait, et c'est exactement le portrait qu'on peut deviner à travers ses œuvres. Après sa vie d'errance, il a dû retourner en France parce qu'il était malade d'un cancer des os, où il mourut à l'âge de 37 ans. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on doit retenir finalement par cette présentation? Alors, bien que sa carrière poétique fût courte, on peut dire qu'il a laissé une empreinte indélébile sur la littérature mondiale, avec son style innovant et son exploration de l'inconscient et du symbolisme. Il a influencé plusieurs mouvements et poètes ultérieurs. On peut dire que Rimbaud restera une figure emblématique de la rébellion, tout comme Baudelaire. Exactement. Et...
Maintenant, juste pour faire vous avez dit que Rimbaud était né juste 3 ans après l'apparition du Fleur du Mal. Donc logiquement, on peut deviner que ce poète s'est inspiré, pardon, par le recueil baudelairien, notamment le style d'écriture baudelairien. Est-ce que vous pouvez nous préciser et nous parler plus de cette influence? Oui, on trouve notamment cette influence dans son recueil, le recueil étudié cette année, Cahiers de Douai, au recueil de Mény, qui est un recueil de poèmes écrit par Arthur Rimbaud en 1870, alors qu'il était encore très jeune et surtout très très contestateur contre la société et contre sa mère. Et donc l'histoire de la publication de ce recueil est très rocambolesque. Il faut s'imaginer un lycéen comme nous qui fugue à la ville de Douai à l'âge de 16 ans et qui donne 2 cahiers, d'abord de 15 poèmes puis de 7 poèmes qui sont tous des sonnets, à son ami poète-éditeur Paul Démény. Et c'est de là que vient en fait l'ambiguïté du titre Recueil de Mény, Cahiers de Douai. Et ce recueil est marqué par l'audace et la rébellion de Rimbaud, tout comme Les Fleurs du Mal de Baudelaire, ainsi que son désir de repousser les limites de la poésie conventionnelle et traditionnelle. Et ayant vécu au XIXe siècle, Rimbaud prend ses inspirations non seulement des différents poètes comme Baudelaire ou des mouvements comme le romantisme ou le Parnasse, mais aussi des événements historiques ayant eu lieu autour de lui, comme la guerre franco-prussienne, le chute du Second Empire ou la Commune de Paris. Et donc, dans l'instabilité de la France, il y a une vision négative sur son siècle qu'il qualifie même qu'il traite même d'un siècle d'enfer. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve avec Baudelaire, notamment dans les poèmes consacrés à la ville, puisque Baudelaire va exprimer son rejet par rapport à Paris à une certaine période. Oui, donc on voit que les influences déjà et le profil, il est le même. Oui. Et il exprime cela ouvertement dans des poèmes du recueil, dont Le Forgeron, Le Dormeur du Val et Le Mal. Et certes, il se marginalise de ce siècle, mais les influences littéraires sont directement présentes dans ces recueils. Oui. Rimbaud découvre tout d'abord les romantiques avec son professeur de rhétorique, Georges Isambard, à l'âge de 15 ans. Et son poème Sensation qu'il écrit à l'âge de 16 ans fait preuve d'une grande influence de ses lectures de poèmes romantiques avec l'utilisation du jeu, le lyrisme, le cadre romantique et naturel. Et ainsi trouve-t-on des influences parnassiennes dans son recueil, telles Ophélie ou Credo in unam. Il transmet ses volontés de devenir parnassien ou rien dans une lettre à Théodore de Banville, écrite en mai 1870. Et cependant, il se démarque de tout mouvement et remet en question cet héritage littéraire. Oui. Et ceci vous rappellera peut-être un autre poète. Charles Baudelaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Et cet auteur, même s'il est d'une génération antérieure, il a beaucoup influencé Rimbaud. Oui. Et Rimbaud admirait son côté provocateur. Exactement. Et on retrouve cette admiration dans les poèmes de Rimbaud, et celle-ci se manifeste autant dans le fond que dans la forme. Et juste surtout, par rapport à Baudelaire, il est à noter que Rimbaud va pousser à l'extrême la théorie des correspondances de Baudelaire. Synesthésie. Exactement. Il va chercher un dérèglement de tous les sens capable de fusionner le réel et les hallucinations. Oui, et ça, c'est pour ça qu'on appelle Baudelaire un précurseur du symbolisme. C'est l'une des raisons. Donc effectivement, comme tu l'as dit, l'un des 16 textes de l'oral cette année, Vénus Anadyomène, reprend, comme le poème Une charogne de Baudelaire, ses idées, et on peut dire que c'est la rencontre des deux poètes. Et à part le côté scandaleux de Baudelaire qu'on retrouve aussi chez Rimbaud, on retrouve la synesthésie, comme vous l'aviez abordé, et une matérialisation de la femme, mais également l'alchimie poétique. Et donc ça, c'est dans le contenu, Cyrine, bien évidemment, mais dans la forme aussi, Rimbaud il s'inspire de Baudelaire, Baudelaire qui était connu pour sa maîtrise de la forme poétique, notamment dans ses sonnets et ses poèmes en prose. Rimbaud a également expérimenté avec la forme poétique en brisant les conventions traditionnelles de la versification, telles la dislocation de l'alexandrin, comme Baudelaire, et l'emploi des rejets dans Le Dormeur du Val, par exemple. L'adolescent écrivait aussi des poèmes en prose. Mis à part cela, Baudelaire, comme on l'a dit, érudit, est souvent considéré comme le précurseur du symbolisme.
visant à représenter la réalité Oui. intérieure et symbolique de sujets triviaux, bien sûr sublimés par l'écriture poétique. Et Rimbaud a également emprunté cette approche et s'est inspiré de Verlaine, entre autres, comme dans son poème Le Buffet, qui rend vie plutôt cet objet si commun qu'est le buffet, en lui donnant un second souffle. D'ailleurs, exactement, mais surtout par rapport à cette notion de symbolisme et d'influence de Rimbaud, Rimbaud s'est inspiré des symbolistes qui apprécient le poète voyant. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans plusieurs poèmes ce travail sur les symboles, et on peut comprendre que Rimbaud va essayer de nous montrer des images que c'est pas n'importe qui sera capable de les voir. Et c'est un travail que Rimbaud va... Comme Baudelaire, ils vont travailler surtout sur ces images-là que le commun des mortels n'arrivera pas à voir. Et c'est à travers l'écriture, c'est grâce à l'écriture poétique qui arriveront à leur projet, à leur but. Tout à fait. Donc, en somme, Baudelaire a ouvert la voie de la poésie en explorant les recoins de l'âme humaine et la modernité, mais également l'expérimentation formelle. Rimbaud a été influencé par ces idées et les a développées à sa propre manière, comme on l'a dit, révolutionnaire, il faut le dire aussi. Donc, contribuant ainsi à l'évolution de la poésie française et par la suite à l'émergence du symbolisme, puis plus tard du surréalisme. Exactement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première émission Analect. Je veux remercier tous les invités du jour, On, Cyrine, Rima et Edem. J'espère que cette émission vous a été très enrichissante. Et n'oubliez pas qu'il y aura d'autres émissions prochainement. Restez avec nous. Merci beaucoup et au revoir.